23 février 1943. Quartier général de Telefunken, Berlin. La loupe tremblait légèrement dans la main de l'obstitel Runga, alors qu'il examinait le bloc de cuivre récupéré de l'épave 3 semaines plus tôt. Cela ne peut pas être réel, écrit-il dans son rapport technique classifié. Aucune nation ne pourrait parvenir à une telle miniaturisation tout en produisant simultanément une telle puissance. À travers les fenêtres du laboratoire, il pouvait voir la fumée s'élever des usines bombardées à travers la ville. Preuve tangible de la supériorité aérienne des Alliés. Pourtant, ici, sur son établi, se trouvait la preuve matérielle que l'écart technologique était bien pire que ce que quiconque dans le haut commandement allemand avait osé admettre. L'appareil devant lui, récupéré sur un bombardier britannique Sterling abattu près de Rotterdam dans la nuit du 2 février, mesurait à peine 10 cm de diamètre. Ce magnétron à cavité, comme l'appelèrent les Britanniques, générait des fréquences radar à micro-ondes qui rendaient obsolètes toutes les contre-mesures allemandes. C'était élégant dans sa simplicité, dévastateur dans ses implications et absolument au-delà de tout ce que la science allemande avait réalisé. Ce que ni Ranga ni ses collègues ne comprenaient encore, c'est que ce seul bloc de cuivre expliquerait un mystère qui coûtait au grand amiral Karl Donitz 40 sous-marins par mois. Une hémorragie d'hommes et de machines qui menaçait de faire perdre à l'Allemagne la bataille de l'Atlantique en quelques semaines. La certitude mathématique de la défaite allemande n'était pas inscrite dans la stratégie navale, mais dans des longueurs d'onde électromagnétiques que les détecteurs de radar allemands ne pouvaient pas voir. La transformation psychologique avait commencé. En ce matin glacial de février, à Rotterdam, des membres de la résistance néerlandaise avaient observé les soldats allemands boucler le site du crash avec une urgence inhabituelle. Le bombardier Sterling, numéro de série R9-1264 du 7 Squadron RAF, revenait seulement de sa deuxième mission opérationnelle lorsque Flak avait déchiré son aile bâbord. Les 7 membres de l'équipage étaient morts sur le coup dans l'accident, mais leur sacrifice s'avérerait plus précieux pour la cause alliée qu'ils n'auraient pu l'imaginer. L'avion transportait la toute dernière arme secrète britannique, le système radar de cartographie au sol H2S, conçu pour permettre aux bombardiers de naviguer et d'identifier des cibles à travers la couverture nuageuse et l'obscurité. En son cœur se trouvait le magnétron à cavité, un dispositif révolutionnaire dont Winston Churchill lui-même avait angoissé son déploiement, craignant exactement ce qui venait de se produire. Le bombardier avait participé à un raid sur Cologne après les débuts au combat du radar H2S contre Hambourg, 3 jours plus tôt, le 30 janvier 1943. Le général de Luftwaffe Wolfgang Martini, chef du renseignement électromagnétique de la Luftwaffe et l'un des plus grands experts allemands en radar, fut alerté de l'accident en quelques heures. En tant qu'officier responsable de tout le développement des radars et du renseignement électromagnétique allemand, Martini a immédiatement compris que le crash de Rotterdam pourrait apporter des réponses aux questions qui entêtent les commandants allemands depuis des mois. Sa position à la tête de l'ensemble de l'infrastructure de communication et de radar de la Luftwaffe le rendait particulièrement qualifié pour évaluer la technologie que pourrait contenir le bombardier britannique. Martini a dépêché ses équipes techniques les plus expérimentées sur le lieu du crash. Leur première reconnaissance confirma à la fois ses pires craintes et ses plus grands espoirs. Le ventre du bombardier contenait un équipement différent de tout ce que les forces allemandes avaient rencontré. L'antenne rotative, le système d'affichage à rayons cathodiques, l'alimentation électrique sophistiquée, tous indiquaient une technologie radar avancée fonctionnant sur des principes sensibles que les ingénieurs allemands avaient théoriquement discutés mais rejetés comme peu pratiques pour un déploiement opérationnel. Mais lorsque ces techniciens ont soigneusement extrait l'ensemble émetteur de l'épave, examinant le composant qui alimentait ce mystérieux système, ce qu'ils ont découvert a défié la compréhension allemande de la physique et de l'ingénierie. Le magnétron lui-même, modèle britannique, CV-64, était constitué d'un cylindre de cuivre massif d'environ 8 cm de diamètre et 12 cm de long,
8 cavités cylindriques avaient été usinées avec précision dans le cuivre, disposées symétriquement autour d'une cathode centrale. L'ensemble de l'ensemble était entouré de puissants aimants permanents. En apparence, c'était d'une simplicité trompeuse. Pourtant, les premiers tests sur le terrain ont suggéré qu'il générait une énorme puissance micro-ondes à des fréquences que les équipements allemands ne pouvaient ni produire ni détecter de manière fiable. Martini a ordonné que l'appareil soit immédiatement transporté à Berlin sous garde armée. Il en avait vu suffisamment pour savoir que cette découverte pourrait expliquer pourquoi les U-boats de Donutz mouraient à un rythme sans précédent. Les Britanniques avaient réalisé quelque chose que la science allemande avait déclaré impossible. Un système radar à micro-ondes compact et puissant qui pourrait être monté dans des avions et des navires, offrant des capacités de détection contre lesquelles l'Allemagne n'avait ni défense ni contre-mesure. Le voyage du mystère à la révélation avait en fait commencé des mois plus tôt dans les eaux grises de l'Atlantique Nord. Tout au long de la fin de 1942 et du début de 1943, Leaja, commandant de U-boat, avait signalé des encres de plus en plus inquiétants. Des contre-attaques avec des avions alliés qui semblaient posséder des capacités de détection surnaturelles. Le capitaine Hans Joachim Schwanka, commandant le U-43, avait déposé un rapport en décembre 1942 qui caractérisait la crise croissante. Son bateau traversait la baie de Bisque par une nuit sans lune, courant à la surface pour recharger ses batteries, lorsque des projecteurs se sont soudainement allumés directement au-dessus de lui. Il n'y avait eu aucun avertissement du détecteur radar MTOX, aucun bruit de moteur, rien n'indiquant l'approche d'un avion. Des charges sous-marines avaient encerclé son bateau de plongée, causant de graves dommages qui l'ont forcé à retourner au port d'urgence. « Nous étions aveugles », écrit Schwanke dans son journal de guerre. Le METOX n'a donné aucune alarme. L'avion est apparu comme s'il était sorti de l'obscurité elle-même. Seule la chance nous a sauvés. Nous avons entendu les bombes tomber et nous avons plongé avec quelques secondes à perdre. Notre détecteur aurait dû nous avertir quelques minutes à l'avance, nous laissant ainsi le temps de plonger en toute sécurité. Au lieu de cela, nous n'avons reçu aucun avertissement. Soit les Britanniques ont développé un radar que nos détecteurs ne peuvent peut-être pas détecter, soit ils utilisent une autre technologie que nous ne comprenons pas. Quelle que soit l'explication, nous sommes pourchassés par des ennemis que nous ne pouvons détecter qu'au moment de l'attaque. Des informations similaires ont afflué au siège de U-boat à Paris tout au long de l'hiver. Des bateaux étaient coincés à la surface la nuit sans avertissement. Les avions semblaient voir à travers l'obscurité et les conditions météorologiques qui auraient dû fournir une couverture. Les détecteurs de radar MTOX qui avaient averti les U-boats des avions équipés d'anciens systèmes radar ASV Mark II fonctionnant à des longueurs d'onde de 1,5 étaient devenus pire qu'inutiles parce que les commandants leur faisaient toujours confiance pour fournir une alerte adéquate. Les statistiques révèlent une sombre histoire qui deviendra catastrophique au printemps. En novembre 1942, l'allemand U-boat coula environ 119 navires marchands, totalisant 729 000 tonnes dans le monde, perdant en retour 13 sous-marins. En décembre, 60 navires marchands, totalisant 330 000 tonnes, ont été coulés et 5 U-boats ont été perdus. En janvier 1943, les naufrages tombèrent à 37 navires, tandis que les pertes du U-boat grimpèrent à 7. En février, 34 navires marchands ont été coulés et 17 U-boats ont été perdus. Le taux de change, autrefois largement favorable à l'Allemagne, s'effondrait à un rythme accéléré. L'amiral Karl Dönitz, promu commandant en chef de la marine entière le 30 janvier 1943, tout en conservant le contrôle direct des opérations U-boat par l'intermédiaire de son état-major subordonné, observa ces chiffres avec une inquiétude croissante. Son quartier général maintenait des tracés détaillés de chaque position de U-boat, de chaque itinéraire de convoi, de chaque engagement. Les schémas émergents de ces complots n'avaient aucun sens selon la logique conventionnelle de la guerre navale. Les U-boats, qui s'approchèrent des convois dans l'obscurité, étaient interceptés avant de pouvoir attaquer. Les bateaux, transitant par la baie de Bisque sous le couvert de la nuit,
étaient bombardés avec une précision précise. Les sous-marins, immergés pendant la journée, étaient en quelque sorte suivis et chargés en profondeur. Les avions alliés semblaient posséder une capacité surnaturelle à localiser des sous-marins dans des conditions où la détection visuelle devrait être impossible. Les conditions météorologiques lors de nombreuses attaques ont totalement exclu toute détection visuelle. Pourtant, les attaques ont été d'une précision dévastatrice. Le gendre de Corvette et du capitaine Gah Hessler, Donuts, qui avait épousé sa fille Ursula en novembre 1937, servit comme premier officier d'état-major au siège de U-Boat. Heller a passé des semaines à analyser les rapports de combat, cherchant des explications sur les mystérieuses pertes. Le schéma était clair mais incompréhensible. Les capacités de détection alliées s'étaient considérablement améliorées sur une très courte période entre la fin de 1942 et le début de 1943, suggérant une nouvelle technologie plutôt qu'une amélioration des tactiques ou de l'entraînement. Mais quelle technologie pourrait voir à travers l'obscurité, les nuages et le brouillard? Qu'est-ce qui pourrait détecter la petite tourelle d'un sous-marin à des kilomètres de distance? Qu'est-ce qui pourrait suivre le sillage d'un périscope ou l'échappement d'un tuba dans des conditions où les observateurs humains seraient complètement aveugles? Les questions se multipliaient plus vite que les réponses ne pouvaient être trouvées. Dönitz a convoqué des réunions de crise avec les meilleurs scientifiques et ingénieurs allemands en janvier et février 1943. Les discussions ont révélé une ignorance troublante des capacités alliées et une complaisance troublante quant à la supériorité technologique allemande. Les experts allemands, en matière de radar, ont insisté sur le fait qu'aucun système radar ne pouvait fonctionner efficacement à des longueurs d'onde inférieures à environ 50 centièmes, en raison des limitations fondamentales de la production d'énergie. La technologie des tubes à vide disponibles, affirmait Neil, ne pouvait tout simplement pas générer suffisamment de puissance à des fréquences plus élevées pour rendre les radars à longueur d'onde plus courtes pratiques pour les applications militaires. Les détecteurs METOX, conçus pour détecter les radars alliés, fonctionnant à une longueur d'onde de 1,5 ms, devraient théoriquement avertir de tout avion équipé d'un radar. Le système fonctionnait en détectant les émissions électromagnétiques du radar de l'avion, donnant à Hubo un avertissement de plusieurs minutes pour plonger en catastrophe avant que l'avion ne puisse se rapprocher de la portée d'attaque. Pourtant, il est clair qu'il ne prodiguait plus d'avertissements adéquats. Quelque chose avait changé dans les capacités alliées. Certains scientifiques ont émis l'hypothèse que les Alliés avaient développé des systèmes de détection infrarouge capables de détecter la chaleur du moteur provenant des gaz, d'échappement diesel U-Boat. D'autres ont suggéré une détection acoustique, même si cela semblait invraisemblable aux distances opérationnelles impliquées. Quelques voix ont évoqué la possibilité théorique d'un radar centimétrique utilisant une technologie magnétron avancée, mais cette idée a été rejetée comme peu pratique. Les propres recherches menées par l'Allemagne sur de tels systèmes avaient largement conclu qu'ils n'offraient aucun avantage tactique digne de l'énorme investissement de développement requis. Les Britanniques n'auraient pas pu résoudre les problèmes qui avaient vaincu l'ingénierie allemande. Les experts ont assuré d'unité. La science allemande était la meilleure au monde. Si les ingénieurs allemands avaient conclu que le radar sentimental n'était pas pratique, alors il devait l'être. Les Alliés doivent utiliser une autre approche, peut-être plusieurs méthodes de détection, fonctionnant en combinaison. L'idée selon laquelle la Grande-Bretagne, subissant des années de bombardements stratégiques et sa base industrielle constamment attaquée, aurait pu développer une technologie radar révolutionnaire supérieure à tout ce que possédait l'Allemagne semblait absurde à de nombreux experts allemands. Cette certitude complaisante s'effondrerait complètement lorsque l'équipe de Rongga, à Telefunken, commencerait à examiner le dispositif de Rotterdam. Le magnétron arriva à Berlin le 5 février 1943, accompagné de photographies de l'installation complète de H2S et de rapports détaillés du site du crash. Rongga a réuni les meilleurs spécialistes allemands des micro-ondes pour ce qui allait devenir le groupe de travail de Rotterdam, ou Arbeitsinschaft Rotterdam. Leur tâche consistait à déterminer exactement ce qu'était l'appareil, comment il fonctionnait et,
Plus important encore, quelle capacité il offrait aux Alliés. La première réunion de ce groupe de travail aurait lieu les 22 ou 23 février dans les bureaux berlinois de Telefunken. Le premier examen, le 6 février, a révélé le principe de fonctionnement de base du magnétron. En quelques heures, les cavités cylindriques ont agi comme des chambres de résonance, générant et amplifiant les oscillations électromagnétiques alors que les électrons tournaient en spirale dans le champ magnétique créé par les aimants permanents. Il était conceptuellement similaire aux conceptions antérieures de magnétrons. À nœuds séparateurs que les ingénieurs allemands avaient expérimentés dans les années 1930, mais exécutés avec un niveau de sophistication technique qui a choqué l'équipe allemande. Otto Hackenburg, un jeune physicien chargé de documenter l'examen, se souviendra plus tard du moment de la réalisation lors d'entretiens menés après la guerre. Lorsque nous avons mis le magnétron, sous tension pour la première fois, à l'aide d'alimentation de laboratoire, le fréquencemètre enregistrait 3 GHz, une fréquence que nous pouvions à peine mesurer et encore moins générer avec n'importe quelle puissance. Le compteur de sortie indiquait 40 kW de puissance crête. C'était découvrir que l'ennemi possédait de l'artillerie, alors qu'on pensait que le champ de bataille se limitait aux fusils. On a tout de suite compris pourquoi le MTOX ne servait à rien. Il a été construit pour détecter les radars d'une longueur d'onde métrique fonctionnant autour de 1,5 ou 200 MHz. Cet appareil fonctionnait à une longueur d'onde de 9,8 cm, soit plus de 16 fois plus courte. Nos détecteurs étaient complètement sourds et aveugles à ce rayonnement. Le spectre électromagnétique exploité par les Britanniques était entièrement en dehors de la portée que nos récepteurs d'alerte pouvaient détecter. Nous avions combattu à l'aveugle, ignorant que l'ennemi pouvait nous voir clairement alors que nous ne voyions rien. L'équipe de Ranga a travaillé 24 heures sur 24 pendant 2 semaines, effectuant une rétro-ingénierie du système H216 complet à partir de l'épave et des composants récupérés. Le magnétron alimentait une antenne rotative qui balayait un arc de 360 degrés sous l'avion. Les retours sont apparus sur un écran cathodique d'indicateur de position de plan, créant une image cartographique montrant les côtes, les villes, les rivières et les caractéristiques du terrain avec une clarté remarquable. Pour la première fois, les équipages de bombardiers pouvaient naviguer et identifier des cibles dans l'obscurité totale ou à travers une solide couverture nuageuse. Le système avait été conçu principalement pour la navigation de bombardements stratégiques, permettant aux avions Pathfinder de marquer des cibles pour suivre les flux de bombardiers, quelles que soient les conditions météorologiques. Les bombardiers britanniques pouvaient désormais attaquer l'Allemagne dans des conditions météorologiques qui offraient auparavant une protection naturelle. Mais les implications pour la guerre sous-marine étaient encore plus profondes que les applications en matière de bombardement. La même technologie de magnétron à cavité, adaptée au radar de recherche air-sol, désigné ASV Mark III, pourrait détecter la tourelle d'un sous-marin à 20 mètres de distance, par tous les temps, de jour comme de nuit. La petite section efficace du radar, qui protégeait auparavant les sous-marins de la détection, ne signifiait rien contre ce système haute fréquence sensible fonctionnant dans la bande de longueur d'onde centimétrique. Pire encore, les émissions de micro-ondes étaient totalement indétectables par les récepteurs d'alerte radar allemands. Tous les équipements de détection allemands existants, y compris le système MTOX sur lequel U-Boat s'appuyait, fonctionnaient dans la gamme de longueur d'onde du mètre. Le MTOX pouvait détecter un radar fonctionnant entre 1,6 m de longueur d'onde, couvrant la gamme de fréquences du radar ASV M2 qui avait équipé les avions alliés jusqu'en 1942. Mais ce nouveau radar centimétrique fonctionnait à 9,1 mètres, une fréquence 17 fois supérieure à tout ce que les récepteurs d'alerte allemands pouvaient détecter. U-Boat se précipitait aveuglément face aux attaques ennemies, leur système défensif étant obsolète à leur insu. La surprise technologique a été totale et dévastatrice. Le 23 février 1943, le groupe de travail de Rotterdam présenta ses conclusions aux dirigeants militaires et industriels allemands.
bien qu'aucune preuve documentaire ne confirme la présence personnelle du maréchal du Reich Hermann Göring ou de l'amiral Dönitz à cette réunion du groupe de travail technique, tous deux ont certainement été informés des conclusions. Des représentants de toutes les grandes entreprises d'électronique allemandes étaient présents, notamment des ingénieurs de Telefunken, Siemens, AEG et Lorenz, des officiers supérieurs des transmissions de la Luftwaffe et des spécialistes techniques maritimes ont rempli la salle de conférence du siège de Telefunken. L'ambiance était sombre. Runga a commencé sa présentation par une déclaration qui sera enregistrée dans le procès verbal et récupérée plus tard par les enquêteurs alliés après la guerre. Nous devons déclarer en toute franchise que les Britanniques ont réalisé une percée technologique d'une importance extraordinaire. Le magnétron à cavité représente une avancée dans la génération de micro-ondes qui dépasse les capacités allemandes d'au moins 3 ans par rapport au développement normal. Plus important encore pour les opérations actuelles, le dispositif permet de mettre en place des systèmes de détection radar contre lesquels nous n'avons ni contre-mesure ni défense. La présentation a détaillé les spécifications techniques du magnétron CV64. 8 cavités résonantes usinées dans un bloc de cuivre, fonctionnant à une fréquence de 3,3 GHz avec une longueur d'onde de 9,1 mètres. Puissance de pointe de 40 kV. Construction compacte adaptée à l'installation en avion. Conception robuste, capable de résister aux conditions de combat. Qualité de la production indiquant des processus de fabrication établis, plutôt que des prototypes expérimentaux. Les implications ont été dévastatrices. Si les Britanniques pouvaient fabriquer ces appareils en quantité et que la qualité de la production le suggérait, alors tous les avions et navires alliés pourraient potentiellement être équipés de systèmes radars contre lesquels l'Allemagne n'avait aucune défense. Les récepteurs d'avertissement du MTO étaient inutiles. Le vaste réseau d'installations radar allemandes fonctionnant dans la gamme de longueurs d'onde métriques deviendrait de plus en plus obsolète. Les chasseurs de nuit allemands, les défenses anti-aériennes allemandes, les navires de guerre allemands s'appuyaient tous sur une technologie radar que les Britanniques avaient dépassée de toute une génération. Lorsque Göring fut informé de ces découvertes, peut-être à la tour Humbultenflak à Berlin, où le système H2S réassemblé avait été démontré, sa réaction aurait été d'une consternation considérable. Le maréchal du Reich, qui s'était vanté en 1939 qu'aucun avion ennemi ne bombarderait jamais l'Allemagne, se trouvait désormais confronté à la preuve que les bombardiers britanniques pouvaient naviguer et bombarder dans toutes les conditions météorologiques en utilisant une technologie que l'Allemagne ne pouvait égaler. Dönitz, informé par l'intermédiaire de son état-major, a compris les implications plus clairement que quiconque dans le haut commandement allemand. Sa force U-boat avait perdu 39 sous-marins au cours des 2 premiers mois de 1943, 17 en janvier et février combinés, bien que les registres en montrent 7 en janvier et 17 en février, pour un total de 24, avec des bateaux supplémentaires perdus en décembre, portant les pertes récentes à 39 sur la période de 3 mois. Si cette tendance se poursuivait, la campagne U-boat s'effondrerait en quelques mois. Le capitaine Zur Eberhard-Gott, qui était chef des opérations de Dönitz et avait été promu contre-amiral en mars 1943, effectuait une analyse statistique détaillée des opérations de U-boat. Les chiffres racontent une histoire de plus en plus sombre. Au premier trimestre de 1943, les U-boats allemands étaient perdus plus rapidement qu'ils ne pouvaient être remplacés, malgré une production des chantiers navals d'environ 20 à 24 bateaux par mois. Plus grave encore, les équipages expérimentés mouraient plus vite que les programmes de formation ne pouvaient les remplacer. Les participants à la réunion sont parvenus à plusieurs conclusions qui donnent à réfléchir, qui ont été documentées dans des rapports classifiés, capturés plus tard par les forces alliées. Premièrement, l'Allemagne n'a pas pu reproduire le magnétron à cavité en nombre opérationnel significatif avant 1944, au plus tôt. L'usinage de précision requis pour créer les cavités résonantes, les alliages de cuivre spécialisés, les puissants aimants permanents utilisant du cobalt dont l'Allemagne manquait en quantité suffisante et l'expertise de fabrication
requises dépassaient toutes les capacités allemandes immédiates. Même un programme d'urgence prendrait des mois pour établir des lignes de production. Deuxièmement, l'élaboration de contre-mesures efficaces nécessiterait au minimum 6 mois. Une nouvelle génération de récepteurs d'alerte radar réglés sur des fréquences centimétriques pourrait théoriquement être conçue, mais la production et l'installation sur l'ensemble de la flotte U-Boat se prolongeraient jusqu'en 1944. Les défis techniques liés à la construction de récepteurs capables de détecter 3. Les émissions de 3 GHz étaient formidables, étant donné l'expérience limitée de l'Allemagne en matière de technologie micro-ondes. Troisièmement, et c'est le plus dévastateur, les Britanniques disposaient presque certainement de cette technologie au-delà de ce qui était prévu. A été capturé. Le dispositif de Rotterdam fonctionnait à 9 heures. Les scientifiques alliés avaient probablement déjà développé ou étaient en train de développer activement des systèmes de 3 cm qui rendraient obsolètes même les nouvelles contre-mesures allemandes avant leur déploiement. La course technologique n'est pas seulement perdue, il était impossible de gagner dans le délai actuel de la guerre, compte tenu de l'avance des Alliés et de leur capacité industrielle supérieure. Dönitz a absorbé ces briefings avec une compréhension croissante de la catastrophe à laquelle son commandement était confronté. Son siège social, U-Boat, qui avait déménagé en région parisienne en mars 1942 après l'attentat de Saint-Pierre. Le raid du laser commando a révélé la vulnérabilité de l'emplacement précédent de l'Oran, maintenu des tracés détaillés de chaque engagement, chaque perte, chaque développement tactique. Les cartes, sur les murs de la salle des opérations, racontaient l'histoire plus clairement que n'importe quelle analyse statistique. Les épingles rouges, marquant les positions des U-Boats, avaient considérablement diminué à travers l'Atlantique Nord. Des épingles bleues, indiquant les convois alliés, semblaient traverser des zones où des meutes de loups auraient dû les intercepter. Des épingles noires, marqueurs des pertes de U-Boats, se sont regroupées le long des routes de transit à travers la baie de Bisque et dans les zones opérationnelles où les bateaux rencontrèrent les patrouilles aériennes alliées. Nous nous battons à l'aveugle, a déclaré Dönitz à ses supérieurs lors des briefings qui ont suivi l'examen de l'appareil à Rotterdam. Tous les avantages que nous pensions posséder ont été neutralisés par une technologie alliée dont nous ignorions l'existence. Une attaque surprise de nuit ne signifiait rien lorsque l'ennemi pouvait voir dans l'obscurité totale. La vaste étendue de l'Atlantique n'offrait aucune possibilité de dissimulation lorsque le radar pouvait détecter un kiosque à 20 mètres de distance. Nos systèmes d'alerte radar nous ont donné une fausse confiance tout en n'offrant aucune protection réelle contre cette nouvelle menace. La question à laquelle Dönitz était confronté était difficile. Que pourrait-on faire ? Alors que l'industrie allemande s'efforçait de développer des contre-mesures qui pourraient ne pas arriver avant 1944, Hessler proposa plusieurs adaptations tactiques. Tous les commandants de U-Boat seraient informés que les systèmes d'alerte radar n'étaient pas fiables et qu'il ne fallait pas leur faire confiance pour fournir une alerte adéquate en cas d'attaque aérienne. Les bateaux recevraient l'ordre de rester immergés autant que possible, ne faisant surface que lorsque cela est absolument nécessaire pour recharger les batteries ou transiter à une vitesse plus élevée. L'armement anti-aérien serait augmenté sur tous les bateaux, bien que cela ait été reconnu comme une mesure désespérée contre les avions capables de détecter les U-boats bien avant que les bateaux puissent voir l'avion. Plus important encore, Dönitz et son équipe ont commencé à se préparer à la possibilité que la campagne U-Boat dans l'Atlantique devienne insoutenable. Si les pertes se poursuivaient au rythme actuel, alors que la capacité de construction navale alliée continuait à croître, les calculs stratégiques deviendraient impossibles. L'Allemagne perdrait la guerre du tonnage, incapable de couler les navires marchands plus rapidement que les chantiers navals alliés ne pourraient y les remplacer. Mars 1943 fut à la fois le point culminant et le début de la fin de la force U-Boat de Dönitz. Les plus grandes batailles de convois de la guerre ont eu lieu ce mois-là, avec d'énormes meutes de loups de 30 à 40 bateaux tentant de submerger les défenses des convois par leur nombre. Pendant un bref instant,
il sembla que la stratégie pourrait fonctionner malgré l'avantage technologique croissant des Alliés. Les convois HX-229 et SC-122 naviguant ensemble à travers l'Atlantique Nord à la mi-mars ont été attaqués par environ 40 U-boats de 3 Wolfpack. La bataille de Firage du 16 au 20 mars 1943. 21 navires marchands, totalisant 141 000 tonnes, furent en matière coulée, soit les pertes les plus élevées de toutes les batailles de convoi de la guerre. L'amiral britannique T a publié une évaluation interne selon laquelle l'Allemagne n'avait jamais été aussi proche de couper la bouée de sauvetage britannique dans l'Atlantique, mais le coût pour l'Allemagne était insoutenable. Les U-boats, qui attaquaient ces convois, perdirent définitivement un bateau, le U-384, et plusieurs autres endommagés. Cependant, les statistiques plus larges de mars montraient entre 12 et 15 U-boats perdus au cours du mois, selon la méthodologie de classification, de nombreuses pertes se produisant dans des zones situées en dehors des principales batailles de convoi. Les mathématiques étaient incontournables, même lorsqu'on réussissait, tactiquement, à couler des navires marchands. La situation stratégique se détériorait. Les chantiers navals alliés, en particulier le programme de construction américain en pleine expansion, produisaient des navires marchands plus rapidement que U-boat ne pouvait les couler. Le programme des navires Liberty avait réduit le temps de construction de plus de 200 jours en 1941 à une moyenne de 42 jours en 1944. Alors que les navires individuels, le SS Robert Peary, étaient construits en un temps record, 4 jours, 15 heures et 29 minutes, en novembre 1942, il s'agissait de réalisation de propagande plutôt que de taux de production standard. Néanmoins, les chantiers américains lançaient environ 3 navires Liberty tous les 2 jours au maximum de leur production, soit un rythme d'environ 1,5 navires par jour. Les U-boats allemands coulant en moyenne 3 000 à 5 000 tonnes par bateau avant d'être détruits ne pouvaient atteindre ce rythme de production. Tant que les chantiers navals alliés pouvaient remplacer les pertes plus rapidement qu'U-boats ne pouvaient les infliger, la campagne représentait une défaite stratégique déguisée en succès tactique. La seule façon de gagner la guerre du tonnage était de maintenir un taux de change insoutenable, tout en évitant des pertes que l'Allemagne ne pourrait pas compenser. La véritable catastrophe survint en mai 1943, le mois qui deviendra connu parmi les équipages de U-boats sous le nom de Mai Noire. Tout au long du mois, des avions alliés et des escortes de surface équipés d'ASV centimétriques, de radars Mark III et de radars de bord de type 271 ont sauvé la force U-boat avec une efficacité sans précédent. La bataille du convoi pour l'ONS 5, fin avril et début mai, a marqué un tournant. Ce lent convoi de 43 hommes marchands, protégé par 16 escortes, fut attaqué par environ 30 U-boats. Les Allemands ont réussi à couler 12 à 13 navires marchands, mais ont perdu 6 à 7 U-boats et 5 à 7 autres gravement endommagés. Pour la première fois dans une bataille de convoi majeure, les U-boats subissent des pertes proches de leur succès. Le rapport d'échange était devenu insoutenable. 2 semaines plus tard, le convoi S-130 démontra la domination totale des Alliés. Sur les 37 à 38 navires marchands du convoi, aucun n'a été perdu, malgré les attaques de 25 à 33 U-boats, provenant de 3 lignes de patrouille. Les forces allemandes perdirent 3 à 5 U-boats, dont l'U-954. La victoire décisive des Alliés représenta le dernier convoi sérieusement menacé de 1943. Tout au long du mois de mai, les pertes se sont multipliées sans relâche. Le 4 mai, le U-209 a été coulé dans l'Atlantique Nord, entraînant la perte des 46 membres d'équipage. Le 5 mai, les U-457 et U-663 furent tous deux détruits. Le 6 mai, les U-465 et U-563 ont été coulés. Le 11 mai a entraîné des pertes de U-89, U-86 et U-456. Le 12 mai, le U-528 a été chargé en profondeur, toutes les mains perdues. Le 15 mai marque la destruction du U-176. Le 19 mai a vu la perte des U-273 et U-954. La perte du U-954. Le 19 mai 1943 a eu un poids personnel particulièrement important pour l'amiral Donutz. Le bateau de type 70 CU, commandé par le capitaine Louétan.
Odolo transportait parmi son équipage Litanzuri, Peter Donitz, le plus jeune fils de l'amiral, servant comme officier de quart. Le bateau attaquait le convoi SC-130 lorsqu'il fut détecté par le frigo fluvial HMS Jed et le sloop classe B HMS Senon. Les escortes britanniques ont poursuivi le contact avec des mortiers anti-sous-marins, Hedgehog et des grenades sous-marines. L'arme Hérisson, introduite en 1942, représentait une avancée tactique significative par rapport aux grenades sous-marines conventionnelles. Plutôt que d'exploser à des profondeurs prédéfinies, qu'ils atteignent ou non la cible, les projectiles Hérisson n'explosaient qu'au contact. Cela signifiait que lorsque des explosions se produisaient, elles confirmaient un impact plutôt que de simplement perturber l'eau et rendre difficile le suivi du sonar. L'U-954 a été détruit et les 47 membres d'équipage ont été tués aux coordonnées 54. 54 nord, 34. La perte a été signalée à Donuts par télégraphe sécurisé. U-954, attaqué et coulé par les escortes britanniques HMS Jed et Senon. Les armes du Hérisson ont obtenu un coup direct. Aucun survivant. Votre fils est parti. Donuts n'a pas interrompu ses opérations, ni pris congé. Il y aurait du temps pour le chagrin après la guerre si l'Allemagne survivait. Pour l'instant, son devoir était envers les quelques 40 000 sous-mariniers sous son commandement, les vivants qui dépendaient encore de ses décisions. La perte personnelle, aussi dévastatrice soit-elle, ne pouvait pas interférer avec les responsabilités opérationnelles à ce moment critique où l'ensemble de la campagne U-Boat risquait de s'effondrer. Le 22 mai 1943, la force opérationnelle U-Boat avait perdu entre 41 et 43 bateaux au cours du mois, selon la méthodologie de classification. NetNet recense 42 bateaux perdus avec 10,65 hommes tués et 1837 survivants. D'autres sources font état de 41 pertes au combat ou 43, y compris les bateaux retirés de leurs rôles opérationnels. Quel que soit le chiffre exact, les pertes représentaient environ 25% de la force opérationnelle des U-Boats, rendant le mois catastrophiquement insoutenable pour les opérations navales allemandes. Donitz a convoqué son état-major des opérations en séance d'urgence le 24 mai 1943. Le tableau de bord montrait une catastrophe sans précédent dans les opérations U-Boat. Un quart de la force opérationnelle détruit en 3 semaines. Taux de perte dépassant toute période précédente. Les commandants expérimentés mouraient plus vite que les écoles de formation ne pouvaient les remplacer. De nouveaux bateaux coulés lors de leur première patrouille avant que les équipages n'apprennent les techniques de survie au combat. La plus jeune génération d'officiers, ceux qui auraient dirigé la force en 1944 et 1945, se noyaient dans l'Atlantique à 23 et 24 ans, leur potentiel étant à jamais perdu. Le 24 mai 1943, Donitz prend la décision la plus douloureuse de sa carrière. Il rédigea l'ordre qui reconnaissait effectivement la défaite lors de la bataille de l'Atlantique. À tous les U-Boats en mer, en raison de la supériorité de l'équipement de localisation ennemi et de la couverture aérienne écrasante, les opérations dans l'Atlantique Nord sont temporairement suspendues avec effet immédiat. Tous les bateaux actuellement dans l'Atlantique Nord doivent se retirer vers des positions au sud-ouest des Açores. Les bateaux transitant vers les zones opérationnelles doivent se diriger vers les ports de Bisque. D'autres opérations attendront le développement d'équipements de détection améliorés et de capacités anti-aériennes renforcées. Nous n'avons pas cédé. Nous avons reconnu la réalité. L'impact statistique immédiat a été spectaculaire. En juin 1943, seulement 17 mercenaires. Des navires de guerre ont été coulés dans l'Atlantique. En juillet, seulement 9. La ligne d'approvisionnement alliée, qui semblait sur le point d'être coupée en mars, est devenue sécurisée. Les vastes convois qui soutiendraient le jour J et la libération de l'Europe commencèrent à se rassembler dans les ports américains, protégés par une technologie qui avait rendu obsolète l'arme la plus efficace de l'Allemagne. Mais le bilan humain de la force U-Boat s'est poursuivi tout au long des années restantes de la guerre. Sur les quelques 40 000 hommes qui ont servi à U-Boat pendant la guerre, environ 30 000 mouraient, ce qui représente un taux de perte de 75%.
le plus élevé de tous les services militaires des deux côtés. Ils se sont noyés dans des cylindres d'acier écrasés par des grenades sous-marines. Ils ont étouffé lorsque les systèmes aériens sont tombés en panne sous une attaque prolongée à la grenade sous-marine. Ils ont brûlé lorsque le carburant diesel s'est enflammé suite aux dommages causés par le combat. Ils gelaient dans l'Atlantique Nord ou cuisaient dans les eaux tropicales lorsque les bateaux étaient obligés de rester immergés pendant de longues périodes. Ils sont morts en sachant que leur équipement était inférieur, leur mission de plus en plus futile, et leur sacrifice ne changeant rien à l'issue stratégique de la guerre. Pourtant, ils ont continué à se battre parce que leur devoir l'exigeait et parce que l'abandon de la lutte libérerait les forces aériennes et navales alliées pour d'autres théâtres, accélérant ainsi la défaite sur tous les fronts. Les rapports d'interrogatoire des équipages capturés au cours de l'été et de l'automne 1943 révélèrent le profond impact psychologique de l'infériorité technologique. Les officiers du renseignement, alliés, initialement déconcertés par le défaitisme des prisonniers qui croyaient fanatiquement à la victoire allemande quelques mois plus tôt, ont progressivement reconnu qu'ils étaient témoins d'un phénomène unique. Ces hommes n'avaient pas été vaincus lors d'une bataille conventionnelle. Ils avaient été rendus obsolètes par la science, pourchassés par une technologie qu'ils ne pouvaient ni voir ni contrer. Le capitaine Lieutenant Vera Henker, commandant le U-515, a obtenu un succès considérable sous son commandement, coulant plusieurs navires marchands et gagnant la Knight's Cross. Cependant, son bateau fut coulé le 9 avril 1944 par le Task Group 22 américain. 3, composé du porte-avions d'escorte USS Guadalcanal et de destroyers d'escorte. Environ 40 membres d'équipage ont été capturés, dont Anker. Lors d'un interrogatoire à Fort Hunt, en Virginie, officiellement désigné P.O. Box 1142, Henke a fourni un témoignage détaillé qui a été classifié jusqu'en 1985. Les transcriptions de l'interrogatoire, déclassifiées des décennies plus tard, révèlent la profonde démoralisation provoquée par l'avantage radar des Alliés et fournissent un aperçu historique précieux de la compréhension allemande de leur désavantage technologique. Au milieu de l'année 1943, nous savions que la guerre était perdue, a déclaré Henker à ses interrogateurs lors des séances menées entre le 3 mai et le 15 juin 1944. Non pas parce que les soldats allemands manquaient de courage ou de compétences, mais parce que la technologie alliée détruisait systématiquement tous les avantages que nous possédions autrefois. Le détecteur MTOX est devenu inutile face au nouveau radar. Nous l'appelions la cloche funéraire parmi les équipages, car lorsqu'elle ne parvenait pas à avertir de l'approche d'un avion, elle ne sonnait que pour nos funérailles. Les modèles ultérieurs capables de détecter les radars sentimentaux sont arrivés trop tard pour la plupart des bateaux. Le système Knakos, introduit en septembre 1943, pouvait théoriquement détecter le nouveau radar. Mais même lorsque cela fonctionnait, nous ne pouvions détecter les émissions qu'à courte portée, tandis que les avions alliés nous détectaient au-delà de la distance visuelle. Nous pouvions plonger lorsque nous étions avertis, mais les avions tournaient au-dessus de nous, appelant les destroyers à nous charger en profondeur. Nous ne pouvions pas échapper à ce que nous ne pouvions pas voir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'interrogatoire de Henker a pris une tournure sombre lorsqu'il a été faussement accusé de crimes de guerre liés aux survivants du SS Céramique, un paquebot coulé par le U-515 en décembre 1942. Menacé d'extradition vers la Grande-Bretagne pour faire face à des accusations, Henker est devenu de plus en plus désespéré. Le 15 juin 1944, il tente de s'échapper en escaladant la clôture périphérique de Fort Hunt. Il a été tué par balle par des gardes, devenant ainsi le seul prisonnier à avoir tenté de s'échapper de l'établissement pendant la Seconde Guerre mondiale. Le lieutenant Tussi Herbert Verrer a survécu à la guerre après avoir servi sur 5 U-boats différents, notamment après avoir survécu au naufrage du U-612 en août 1942 et du U-415 en juillet 1944. Ses mémoires d'après-guerre, Iron Coffins, un récit personnel des batailles allemandes de U-boat
pendant la Seconde Guerre mondiale, publié pour la première fois en 1969, est devenu l'un des récits les plus lus et les plus respectés de la guerre de U-Boat du point de vue allemand. Wehrer a décrit l'impact psychologique de la lutte contre une technologie alliée supérieure. Chaque patrouille, après mai 1943, était un exercice de survie déguisé en opération militaire. Nous avons compris que les radars alliés pouvaient détecter le sillage de notre périscope, les gaz d'échappement de nos tubas, voire notre kiosque lors d'un lavage. Nous avons voyagé immergés bien plus longtemps que ce que les bateaux étaient conçus pour supporter, respirant de l'air vicié, économisant l'énergie de la batterie, ne faisant surface que lorsque le carburant et l'oxygène nous y obligeaient. L'Atlantique, que nous avions dominé en 1942, devint un ennemi plus dangereux que les destroyers britanniques. Il cachait les avions alliés au-dessus du brouillard et les navires alliés au-delà des horizons, tout en révélant chacun de nos M, mouvements vers des ennemis équipés d'une technologie qui leur donnait un avantage tactique complet. Nous étions pourchassés par des forces que nous ne pouvions détecter qu'au moment de l'attaque. Le capitaine corvettan, Peter Eric Kremer, qui commandait le U-333, lors de plusieurs patrouilles réussies, a survécu à la guerre en tant que l'un des 3 seuls commandants supérieurs de U-Boat à le faire. Ses mémoires, publiées sous le titre U-Boat Commander, une vue périscopique de la bataille de l'Atlantique par le Naval Institute Press en 1984, ont fourni une autre perspective précieuse sur la révolution technologique qui a vaincu la force U-Boat. Crema a rappelé une patrouille en juin 1943, peu après le retrait de l'Atlantique Nord. Nous avons reçu l'ordre de patrouiller au large des côtes africaines, à la recherche de cibles isolées, à l'écart d'une forte couverture aérienne. Même là, les avions alliés sont apparus avec une fréquence impossible, étant donné les vastes zones océaniques impliquées. Un après-midi, nous avons détecté un avion ennemi à portée extrême grâce à notre nouveau récepteur d'alerte radar Wanza. J'ai ordonné une plongée immédiate à 150 mètres et je me suis équipé pour une course silencieuse. Nous sommes restés au sol 6 heures, bien au-delà des limites opérationnelles sûres. Lorsque nous avons soigneusement fait surface pour faire de la plongée avec tuba, le même avion ou un autre est réapparu quelques minutes plus tard, nous obligeant à redescendre. Ce schéma s'est poursuivi pendant 14 heures, jusqu'à ce que nos batteries soient presque épuisées. Il fallait refaire surface, ou étouffer. Lorsque nous avons abordé, l'avion attendait, parfaitement positionné pour l'attaque. Seuls des tirs anti-aériens frénétiques et une plongée brutale qui a presque implosé la coque pressurisée nous ont sauvés. Nous n'avons jamais tiré de torpille sur cette patrouille. Nous avons passé 3 semaines à tenter d'échapper à la détection suffisamment longtemps pour attaquer quoi que ce soit. La maîtrise alliée du domaine technologique était complète et nous pouvions à peine exécuter notre mission de base. Les investigations techniques se poursuivirent en 1943 et 1944 alors que les ingénieurs allemands tentaient désespérément de développer des contre-mesures. Ils ont produit le LMS-10 Magnetron, une copie directe du modèle britannique CV-64 avec au moins 4 unités livrées en mai 1943. Cependant, la production était fortement limitée par la pénurie de matériaux, notamment de cobalt nécessaires à la fabrication des aimants permanents. La plupart des premières unités nécessitaient des aimants récupérés sur d'autres avions capturés, rendant impossible une production à grande échelle. Telefunken a commencé à développer un magnétron allemand désigné LMS-12, en essayant d'adapter la conception britannique aux matériaux disponibles en Allemagne. Mais ce développement n'atteindra même une production limitée qu'en avril 1944, bien trop tard pour affecter l'issue de la guerre. À ce stade, la bataille de l'Atlantique était définitivement perdue depuis près d'1 an. La production réelle de magnétrons à cavité allemand s'élevait à plusieurs centaines d'unités, toutes variantes confondues, à la fin des guerres, avec des estimations suggérant moins de 1000 unités au total produites. Cela contrastait fortement avec la production alliée, qui se chiffrait en dizaines de milliers. Bien que les chiffres exacts de la production pour 1943 restent flous,
La disparité des capacités industrielles et des matériaux disponibles signifiait que l'Allemagne ne pouvait jamais espérer égaler les taux de production alliés. Des récepteurs d'alerte radar capables de détecter des fréquences centimétriques ont été développés dans le cadre d'efforts parallèles. Le système Canax, désigné Fugi 350, CNAX pour les avions et FMBB-7 Canax, U pour U-Boat, a été introduit en septembre 1943. Le système pouvait théoriquement avertir U-Boat de l'approche d'un avion équipé d'un radar ASV Mark III, fonctionnant à une longueur d'onde de 9,1 cm. Cependant, au moment où Knakos entra en service opérationnel, les scientifiques alliés avaient déjà développé des systèmes radars de 3 cm contre lesquels Knakos était aveugle. Le radar H2X, utilisé par les forces américaines, et les versions avancées du H2S, fonctionnaient à une longueur d'onde de 3 cm, nécessitant un équipement de détection entièrement nouveau. Les Allemands étaient là perpétuellement en retard d'une génération, tentant sans cesse de contrer les menaces d'hier, tandis que de nouveaux systèmes rendaient leurs contre-mesures obsolètes avant qu'elles puissent être largement déployées. Un chasseur de nuit, JW-88 de Junken, équipé d'un équipement d'alerte radar Knakos, a atterri sur un aérodrome de la RAF, mais pas en novembre 1943, comme on le rapporte parfois. Le 13 juillet 1944, un J-88G1 atterrit à la RAF Woodbridge, transportant un Fuji 350 Canax Z, un équipement de guidage Fensburg et un radar Liechtenstein SN2. L'équipage était désorienté et croyait atterrir sur une base allemande. Les renseignements techniques britanniques ont immédiatement examiné l'équipement, obtenant ainsi des informations précieuses sur les capacités de contre-mesure allemandes. L'examen a révélé que même si l'ingénierie allemande était sophistiquée et que le système Canax fonctionnait comme prévu, il restait fondamentalement défensif. Il pouvait avertir des émissions radar alliées, mais ne fournissait aucune capacité offensive. Plus important encore, il ne pouvait détecter que les émissions de 9,1 cm du radar centimétrique allié de première génération, et non les nouveaux systèmes de 300 cm déjà entrés en service. La marine allemande a également tenté des adaptations tactiques pour faire face à la supériorité radar alliée. Les U-boats étaient équipés de canons anti-aériens supplémentaires, certains bateaux étant désignés comme bateaux anti-aériens, transportant des supports quad de 20 mm et un blindage AA lourd. La théorie était que, si les bateaux ne pouvaient pas se cacher des avions équipés de radars, ils devaient se rester à la surface et combattre avec des tirs anti-aériens. Cela s'est avéré désastreux dans la pratique. Les avions alliés pouvaient détecter U-boats à des distances dépassant de loin les tirs anti-aériens efficaces. Les avions pouvaient s'approcher de n'importe quelle direction, attaquant souvent depuis le soleil ou la couverture nuageuse, ne laissant à l'équipage du U-boat que quelques secondes pour se diriger et s'engager. L'avantage de vitesse de l'avion signifiait qu'il pouvait choisir quand et comment attaquer, tandis que l'avion stationnaire attendait simplement d'être attaqué. Les transmissions radio des avions attaqués ont amené des forces supplémentaires, y compris des navires de surface qui pourraient facilement détruire un U-boat stationnaire. Le programme Flagboat a coûté plus de sous-marins qu'il n'a détruit d'avions, ce qui représente une autre tentative ratée de contrer l'avantage technologique allié par la seule tactique. Des torpilles acoustiques à tête chercheuse nommées Zankonigren et désignées G7ES ou T5 ont été introduites en septembre 1943 comme contre-mesure contre les escortes de convois. Les 80 premières torpilles furent livrées le 1er août 1943 et furent utilisées à grande échelle contre les convois ONS 18 et 2022 fin septembre. Ces torpilles pourraient capter le bruit des hélices des navires d'escorte, permettant théoriquement aux U-boats de couler les escortes avant d'attaquer les navires marchands, lourds marchands. Les premiers résultats étaient prometteurs avec plusieurs escortes endommagées ou coulées. Cependant, les Alliés ont rapidement développé des contre-mesures, notamment le générateur de bruit Foxer, remorqué derrière les navires pour leurrer les torpilles acoustiques. Plus fondamentalement,
Les torpilles acoustiques ne pouvaient pas compenser l'incapacité allemande à localiser les convois. Si le radar allié détectait les U-boats avant qu'ils ne puissent s'approcher des convois, les torpilles acoustiques n'offraient aucun avantage. Les nouvelles conceptions de sous-marins intégrant des systèmes de plongée représentaient une autre tentative d'adaptation à la supériorité technologique alliée. Le tuba, à l'origine une invention néerlandaise de 1938, capturé lorsque l'Allemagne a envahi les Pays-Bas en 1940, a été initialement ignoré. Les ingénieurs allemands ont commencé à tester les systèmes de tuba sur l'U-58 à l'été 1943 et leur utilisation opérationnelle a débuté au début de 1944. Le tuba permettait de faire fonctionner des moteurs diesel en immersion à la profondeur du périscope, de recharger les batteries et de transiter sans faire surface. Cela a réduit la vulnérabilité aux avions équipés de radars. Cependant, les tubas étaient loin d'être une solution parfaite. Ils sont repartis éveillés, visibles, au radar, particulièrement par mer calme. Ils ont limité la vitesse à quelques nœuds. Ils exigeaient un excellent matelotage par mauvais temps, car les vagues déferlant sur la tête du tuba déclenchaient des valves automatiques qui coupaient momentanément l'alimentation en air, créant des fluctuations de pression inconfortables et dangereuses à l'intérieur du bateau. Au milieu de 1944, environ 50% des tubos opérant depuis les bases françaises étaient équipés de tubas. Même si cela a quelque peu amélioré les taux de survie, cela n'a pas pu inverser la défaite stratégique fondamentale. Les U-boats équipés de tubas pouvaient échapper à certaines attaques, mais ils ne pouvaient pas couler suffisamment de navires marchands pour affecter la logistique alliée. La bataille de l'Atlantique avait déjà été définitivement perdue. La botte électrique révolutionnaire de type 21 représentait la tentative la plus ambitieuse de l'Allemagne pour retrouver la parité technologique. Cette conception radicale comprenait une forme de coque simplifiée, une triple capacité de batterie, une vitesse en plongée de 17,2 nœuds contre 7,66 nœuds pour les bateaux conventionnels de type 7, 6 tubes lance-torpilles à proue avec capacité de rechargement hydraulique, permettant de tirer 18 torpilles en moins de 20 minutes, et des systèmes sonars sophistiqués. Le type 21 pourrait théoriquement dépasser la plupart des escortes de surface lorsqu'il est immergé et resté sous l'eau pendant de longues périodes. Si ce modèle était entré en service en 1943 plutôt qu'en 1945, il aurait pu prolonger considérablement la bataille de l'Atlantique. Cependant, une production précipitée a créé de graves problèmes de qualité. Sur 118 bateaux construits, seuls 4 étaient pleinement prêts au combat avant la fin des guerres. Seuls 2 d'entre eux effectuèrent des patrouilles de combat en avril-mai 1945, sans aucun naufrage avant la capitulation de l'Allemagne. La dernière patrouille U-boat de la guerre démontra à la fois le potentiel et la futilité des efforts technologiques allemands. L'U-211, la première botte électrique de type 21 à être mise en service, est partie le 30 avril 1945, commandée par Corvette et le capitaine Adelbert Schnee, l'un des commandants U-boat les plus expérimentés et les plus performants d'Allemagne. La patrouille Schnee a démontré les capacités remarquables du type 21. Le 4 mai 1945, le U-211 détecta une force opérationnelle de croiseurs britanniques et exécuta une approche d'attaque parfaite, atteignant la position de tir sans être détecté malgré la couverture radar alliée. La vitesse sous-marine supérieure du bateau et ses capacités de fonctionnement silencieux lui ont permis de se rapprocher de la portée d'attaque sans être détecté. Schnee n'a pas tiré. L'Allemagne avait déjà annoncé des négociations de capitulation. Il a fait surface et a communiqué sa position par radio le 5 mai 1945, mettant fin à la guerre U-boat, non pas par la violence, mais par l'acceptation de la défaite. Dans ses mémoires d'après-guerre, Schnee réfléchit à cette amère ironie. Nous avons prouvé ce jour-là ce que le type 21 aurait pu réaliser s'il était entré en service il y a 1 an, plus tôt. Mais de telles manifestations n'avaient aucun sens. Les Alliés avaient déjà gagné grâce à leur capacité industrielle et à leur innovation technologique déployée en 1942 et 1943. Notre technologie la plus avancée est arrivée alors que la guerre était déjà perdue.
Le résumé statistique de la bataille de l'Atlantique confirme l'impact décisif de l'introduction du magnétron à cavité au début de 1943. De janvier à mai 1943, pendant la période de déploiement du radar ASV Mark III de première génération, mais avant que la couverture opérationnelle complète ne soit atteinte, U-Boat a coulé 245 navires marchands, totalisant environ 1289 000 tonnes. Les pertes allemandes au cours de cette période s'élevaient à 95 U-Boats, y compris les catastrophiques 41 à 43 bateaux perdus rien qu'en mai. De juin 1943 à mai 1944, après que des radars centimétriques eurent équipé la plupart des avions et navires alliés opérant dans l'Atlantique, les pertes des navires marchands tombèrent à 185 navires, totalisant environ 819 000 tonnes, bien que davantage d'U-Boats soient en mer. Les pertes allemandes au cours de cette période s'élèvent à 237 U-Boats. Le taux de change s'était complètement inversé. En mars 1943, au sommet de l'efficacité du U-Boat, l'Allemagne coula 82 navires marchands, totalisant 476 000 tonnes dans l'Atlantique, 120 navires dans le monde, totalisant 693 000 tonnes, tout en perdant 12 U-Boats. À l'été 1943, après la généralisation du déploiement de radars centimétriques, moins de 20 navires marchands furent de couler pendant des mois typiques, tandis que les pertes de U-Boats restèrent tôt à 2 chiffres. La guerre du tonnage était devenue impossible à gagner. Les combats de convoi de mai 1943 représentèrent la dernière chance pour l'Allemagne de remporter un succès stratégique dans l'Atlantique. L'examen du dispositif de Rotterdam en février 1943 avait confirmé ce que de nombreux commandants allemands soupçonnaient, mais espéraient être faux. Les capacités technologiques alliées avaient progressé bien au-delà de la compréhension allemande, créant des avantages de détection qu'aucune compétence tactique ou courage opérationnel ne pouvait surmonter. L'examen d'après-guerre du U-Boat, capturé par les équipes techniques alliées, a révélé des tentatives désespérées de l'Allemagne de s'adapter à la domination radar alliée grâce à des contre-mesures improvisées. Certains bateaux avaient été recouverts de matériaux expérimentaux absorbant les radars, des tentatives grossières de furtivité qui ajoutaient du poids, réduisaient les performances et entraînaient une réduction négligeable des écho-radars. Les matériaux dont disposait l'Allemagne en 1943 et 1944 étaient inadéquats pour une absorption radar efficace aux longueurs d'onde centimétriques. D'autres transportaient des ballons, leurs gonflables, conçus pour créer de fausses cibles radar, des dispositifs qui fonctionnaient parfois, mais ne pouvaient pas être déployés lorsqu'ils étaient immergés ou dans une mer agitée, limitant leur utilité tactique. D'autres encore avaient été équipés de systèmes d'échappement modifiés, conçus pour minimiser la signature radar des émissions du tuba. Modifications qui ont réduit l'efficacité du diesel sans éliminer la détection radar. Chaque adaptation représentait l'ingéniosité de l'ingénierie allemande appliquée à un problème essentiellement insoluble. Vous ne pouvez pas vous protéger du rayonnement électromagnétique en utilisant uniquement des solutions mécaniques. La physique était impitoyable. Les radars alliés fonctionnaient à des longueurs d'onde et à des niveaux de puissance qui rendaient les sous-marins visibles quelles que soient les conditions météorologiques, l'obscurité ou les manœuvres d'évasion. Seul le fait de rester complètement immergé offrait une quelconque protection. Mais la technologie des batteries, en 1943 et 1944, ne pouvait pas supporter les opérations sous-marines prolongées qui auraient été nécessaires pour éviter complètement la détection. Les sous-marins allemands étaient piégés par les limites de leur propre technologie. Ils étaient visibles par des ennemis qu'ils ne pouvaient pas voir, pourchassés par des armes qu'ils ne pouvaient pas contrer efficacement et contraints d'opérer dans un environnement électromagnétique où les Alliés possédaient une domination totale. La documentation psychologique du personnel naval allemand fournit peut-être la preuve la plus convaincante de l'impact victorieux du magnétron à cavité. Il ne s'agissait pas de soldats vaincus cherchant des excuses pour leur échec. Il s'agissait de spécialistes techniques hautement qualifiés qui comprenaient exactement ce qui n'allait pas. Leurs témoignages, consignés dans les rapports d'interrogatoire, les lettres et les mémoires d'après-guerre, mettent
systématiquement l'accent non pas sur les erreurs tactiques ou les échecs opérationnels, mais sur l'obsolescence technologique fondamentale. Ils décrivent l'impuissance des ennemis combattants qui possédaient des outils de détection supérieurs, alors que les défenseurs allemands restaient effectivement aveugles. Ils ont expliqué le fatalisme selon lequel les équipages infectés savaient que la détection était inévitable et que la survie était en grande partie une question de chance plutôt que de compétence. Ils documentent la transformation de guerriers confiants en proies chassées, un changement psychologique qui s'est produit non pas par une défaite sur le champ de bataille, mais par une révélation technologique. Lorsqu'en février 1943, l'obstiné Wilhelm Runa examina le dispositif de Rotterdam, il procéda à une autopsie de la stratégie navale allemande. Le bloc de cuivre sur son banc de laboratoire expliquait chaque perte mystérieuse de U-boat, chaque interception d'avions impossible, chaque bataille de convoi où les forces alliées semblaient connaître les positions allemandes avant que les attaques ne se développent. Le magnétron à cavité a révélé que l'Allemagne avait mené la bataille de l'Atle, farfelue, tout en étant sourd et aveugle au spectre électromagnétique que les forces alliées exploitaient avec une efficacité dévastatrice. Cette révélation, plus que n'importe quelle défaite militaire, a brisé la confiance allemande dans la supériorité technologique et la victoire stratégique. Cela a convaincu les dirigeants allemands que les capacités technologiques alliées dépassaient la compréhension allemande, non seulement dans le domaine du radar, mais potentiellement dans de nombreux domaines. Si les Britanniques pouvaient développer des systèmes radars révolutionnaires en secret, tout en subissant des années de bombardements stratégiques, quelles autres surprises pourraient-ils déployer ? Cet effet psychologique, la destruction de la certitude quant à la supériorité technologique allemande, a influencé les préparatifs défensifs allemands et détourné des ressources limitées vers des programmes de contre-armes arrivés trop tard pour affecter l'issue de la guerre. Les évaluations du renseignement après Rotterdam sont devenues plus prudentes, supposant toujours que l'ennemi possédait des armes au-delà des connaissances allemandes actuelles. À l'automne 1943, les modèles de production du radar Allied Centimetric équipaient des centaines d'avions et de navires. Le radar naval de type 271, utilisant la technologie des magnétrons à cavité, a été installé sur les escortes de convois à partir de 1941, leur permettant de détecter les sous-marins en surface à des distances allant jusqu'à 20 km et les périscopes à environ 900 mètres. Le système fonctionnait à une longueur d'onde de 9,7 cm, avec une puissance de crête de 70 kW. Le radar aéroporté ASV Mark III équipa les avions du RAF Coastal Command à partir de mars 1943, leur permettant de patrouiller des milliers de kilomètres carrés et de détecter les U-boats, quelles que soient les conditions de visibilité. Le radar américain H2CX, une version avancée du H216 fonctionnant à une longueur d'onde de 3 cm, fournissait aux équipages des bombardiers des capacités de navigation et de ciblage qui rendaient les conditions météorologiques, c'est l'obscurité, inutiles aux opérations de bombardement stratégique. Chaque système descendait de la même technologie révolutionnaire de magnétron à cavité que Ranga avait examiné en février 1943. Le dispositif de Rotterdam avait été la clé qui a permis aux Alliés de dominer l'électromagnétisme sur l'ensemble du théâtre d'opération. Les tentatives allemandes, pour contrer cet avantage, ont consommé d'énormes ressources pour un effet opérationnel minimal. Le programme de récepteur d'alerte radar NACOS a détourné des talents scientifiques et des capacités industrielles qui auraient pu être appliquées à des armes offensives ou à d'autres systèmes défensifs. La construction des U-boats a évolué vers des conceptions optimisées pour les opérations sous-marines, réduisant ainsi la production de bateaux conventionnels qui auraient pu être plus efficaces sur les théâtres secondaires contre des adversaires moins sophistiqués. Les programmes de recherche ont exploré des technologies exotiques, notamment les systèmes de télévision sous-marine, les réseaux de sonar passifs et la propulsion au peroxyde d'hydrogène pour les sous-marins. Aucun d'entre eux n'a atteint le statut opérationnel avant la fin des guerres. Chacun représentait l'excellence de l'ingénierie allemande,
recherchant des solutions aux problèmes que la technologie alliée avait créés et qu'ils surmonteraient avant que les contre-mesures allemandes puissent être largement déployées. Le récit final de la bataille de l'Atlantique raconte une histoire de capacité industrielle et d'innovation technologique, de compétences tactiques écrasantes et de courage opérationnel. L'Allemagne a commandé environ 1181 U-boats pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux, 785 ont été détruits, 648 ont été perdus au combat ennemi et le reste a été sabordé, perdu à cause d'accidents ou mis hors service. Seuls 156 ont survécu et se sont rendus en mai 1945. Sur les quelques 40 000 hommes qui ont servi à U-boat pendant la guerre, environ 30 000 sont morts, ce qui représente un taux de perte de 75%. Il s'agit du taux de perte le plus élevé de tous les services militaires des deux côtés du conflit. Ces hommes se sont battus avec un courage et une habileté extraordinaires. Mais le courage et l'habileté n'ont pas permis de surmonter le désavantage technologique fondamental créé par la supériorité des radars alliés. Le magnétron à cavité inventé à l'université de Birmingham entre 1939 et 1940 et développé par Jess pour des applications militaires pratiques représentait l'une des avancées technologiques les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale. Son impact s'étend bien au-delà des applications militaires immédiates. La technologie des micro-ondes, développée pour les radars militaires, est devenue la base des systèmes de communication d'après-guerre, de la télédiffusion, des communications par satellite et finalement des fours à micro-ondes que l'on trouve dans les cuisines du monde entier. L'expertise industrielle, développée pour la production de magnétrons, a permis la révolution électronique des années 1950 et 1960. La coopération technologique anglo-américaine, illustrée par le partage de la technologie des magnétrons par la mission TISAR en 1940, a établi des modèles de collaboration scientifique qui se sont poursuivis tout au long de la guerre froide et au-delà. La décision de déployer une technologie révolutionnaire, malgré les risques de capture, a influencé la politique technologique militaire pendant des décennies. Le magnétron à cavité a démontré que l'avantage opérationnel d'une technologie avancée l'emportait sur les risques d'exploitation par l'ennemi, à condition que la capacité industrielle puisse produire la technologie dans des quantités que l'ennemi ne pourrait pas égaler. Ce principe a guidé le développement militaire occidental à travers l'ère des avions à réaction, le nucléaire, RA, et dans l'ère de l'information. La volonté de déployer rapidement de nouvelles capacités, en acceptant que les adversaires finissent par les copier ou les contrer, s'est avérée plus efficace que de tenter de maintenir une sécurité parfaite alors que la technologie restait dans les laboratoires. Pour la force allemande U-boat, l'histoire s'est terminée par une capitulation et un sabordage. Le 4 mai 1945, le grand amiral Dönitz, brièvement chef de l'État allemand après le suicide d'Hitler le 30 avril, ordonna à tous les U-boats de cesser leurs opérations offensives. Le 8 mai, après la capitulation inconditionnelle de l'Allemagne, l'opération Deadlight commença. Tous les bateaux, encore en mer, reçurent l'ordre de faire surface, de battre pavillon noir et de se diriger vers les ports alliés désignés pour se rendre. De nombreux commandants ont plutôt sabordé leurs bateaux, peu disposés à rendre les navires dans lesquels leurs camarades étaient morts. L'ordre opérationnel Arc-en-Ciel, faisant écho au sabordage de la flotte de haute mer allemande à Scapa Flow en 1919, a conduit à ce que plus de 200 U-boats aient été délibérément coulés par leurs propres équipages plutôt que de se rendre aux forces alliées. Les hommes qui avaient servi sur ces bateaux, les 75% qui sont morts et les 25% qui ont survécu, avaient mené une campagne décidée non pas par le courage ou la tactique, mais par la physique et l'ingénierie. Ils avaient été vaincus par le rayonnement électromagnétique généré par un bloc de cuivre usiné dans les usines britanniques, installé dans les avions et navires alliés, déployé en quantité que l'industrie allemande ne pourrait jamais égaler compte tenu des pénuries de matériaux, des bombardements alliés et des limitations de capacité industrielle auxquelles était confronté le Troisième Reich. L'examen d'un radar capturé en février 1943 avait expliqué leur malheur,
révélant la dimension électromagnétique de la guerre dans laquelle l'Allemagne combattait à l'aveugle, alors que les Alliés possédaient une vision claire. Les preuves statistiques et l'analyse technologique aboutissent toutes deux à la même conclusion. Le magnétron à cavité avait inversé le cours de la bataille de l'Atlantique de manière plus décisive que n'importe quelle innovation tactique ou décision stratégique. Lorsque les scientifiques alliés ont célébré l'impact du magnétron après la guerre, ils ont souvent cité une remarque attribuée au physicien américain Luis Alvarez, qui a travaillé sur le développement du radar au laboratoire de rayonnement du MIT. Le magnétron à cavité, aurait déclaré Alvarez, a remporté la bataille de l'Atlantique, la bataille aérienne au-dessus de l'Allemagne et, finalement, la guerre. Même si cette affirmation simplifiait une causalité historique complexe, impliquant de nombreux facteurs, les preuves techniques apportaient un solide soutien à la contribution décisive du magnétron. Sans radar centimétrique, les pertes des convois alliés seraient probablement restées à des niveaux insoutenables tout au long de 1943 et jusqu'en 1944. Sans avions équipés de radars assurant une couverture aérienne, U-Boat aurait continué à opérer en toute impunité relative dans des zones situées hors de portée des patrouilles aériennes terrestres. Sans l'avantage de détection offert par la technologie magnétron, les préparatifs du jour J auraient été vulnérables à l'interdiction par les sous-marins de la logistique massive nécessaire à l'invasion de la Normandie. Le magnétron, issu de la recherche fondamentale sur la physique des micro-ondes à l'université de Birmingham, fabriqué en dizaines de milliers d'unités dans des usines américaines et britanniques, déployées suffisamment largement pour assurer une couverture persistante des zones océaniques critiques, avait créé un avantage électromagnétique qui se resserrait inexorablement autour des forces navales allemandes jusqu'à ce qu'elles ne puissent ne plus fonctionner efficacement. L'examen effectué au quartier général de Telefunken en février 1943 avait été une autopsie et non un diagnostic. Au moment où les scientifiques allemands comprirent ce que la technologie alliée avait accompli, le résultat stratégique était déjà déterminé. En fin de compte, l'histoire du dispositif de Rotterdam transcende le récit spécifique de la technologie radar ou de la guerre sous-marine. Elle représente l'avantage décisif qu'offre une technologie avancée lorsqu'elle est déployée à l'échelle industrielle contre des adversaires qui ne disposent pas des connaissances scientifiques, de la capacité industrielle et des ressources matérielles nécessaires pour la contrer ou la contrecarrer. Il démontre l'impact psychologique du combat contre des ennemis possédant des capacités que vous ne pouvez pas égaler, transformant des guerriers confiants en proies traquées grâce à la révélation de leur infériorité technologique. Plus fondamentalement, il illustre comment un bloc de cuivre de 8 cm de diamètre, usiné avec précision, avec 8 cavités résonantes disposées autour d'une cathode centrale, a changé le cours de l'histoire, en rendant l'invisible visible et le caché exposé. Les amiraux et scientifiques allemands qui ont examiné ce radar capturé ont compris, peut-être plus clairement, que quiconque dans le Troisième Reich qu'ils étaient témoins non seulement de l'ingéniosité technologique alliée, mais aussi de l'instrument de la défaite allemande. Les mathématiques étaient irréfutables, la physique impitoyable, les implications stratégiques inévitables. Ils revinrent de Berlin, à leurs commandements opérationnels, sachant que leurs meilleurs sous-marins et leurs équipages, les plus courageux, ne pourraient pas surmonter l'avantage électromagnétique créé par la science alliée et que l'industrie alliée avait déployé dans le cadre de la victoire de la guerre. Vils, ils ont continué à se battre parce que le devoir l'exigeait, et l'espoir meurt lentement. Mais ils savaient, l'examen d'un seul appareil leur avait montré l'avenir.